Aujourd'hui, plus de 90% des panneaux solaires sont à base de silicium. Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler du silicium et de son importance dans les panneaux solaires et donc dans l'énergie solaire et la production d'énergie en général. Alors donc dans cette vidéo, on va parler de silicium, on va parler de l'importance du silicium et des tenants et des aboutissants qui sont liés à ce matériau. Alors tout d'abord, le silicium, qu'est-ce que c'est? C'est un métal, c'est un matériau qui est disponible en grande quantité, c'est un matériau qui est utilisé partout. On en trouve dans vos téléphones, enfin dans nos téléphones, on en trouve dans les ordinateurs, on en trouve dans les panneaux solaires. C'est vraiment très utilisé, très répandu, que ce soit en électronique ou en microélectronique. C'est un matériau qui est clé puisqu'il est utilisé vraiment dans 90% des panneaux solaires à l'heure actuelle, au niveau mondial. Donc il y a une sorte d'accord pour dire que c'est un matériau très rentable et très bien optimisé comparé à ce qu'on arrive à faire à côté. Le silicium, c'est vraiment au-dessus du lot pour le moment. Et on va en parler aussi dans cette vidéo de pourquoi ce serait peut-être que pour le moment, même si ce moment risque de durer un certain temps. Mais on y reviendra. L'idée de cette vidéo, c'est que vous puissiez comprendre ce qu'est le silicium, comment c'est implémenté dans les panneaux solaires et quel type de silicium on met dans les panneaux solaires et pourquoi. Et ça nous permettra de comprendre l'importance du silicium dans les panneaux solaires et dans tout ce qui tourne autour des panneaux solaires. Donc on va voir d'où vient le silicium, on va voir comment il est transformé et on va voir pourquoi il est aussi dominant dans ce secteur. Rassurez-vous, au niveau technique, vous n'avez pas besoin d'avoir de base technique, ni en chimie, ni en physique, ni en panneaux solaires, pour suivre cette vidéo et en tirer quelque chose. L'idée, c'est que même si vous n'avez aucun bagage sur ces sujets-là, vous puissiez comprendre tout ce que je dis dans cette vidéo. Je vais vraiment tout expliquer d'une façon simple et d'une façon claire et en même temps efficace, que ça vous apporte vraiment des infos concrètes. Ça ne va pas remplacer des années d'études si vous souhaitez travailler dans le solaire en tant qu'ingénieur ou technicien ou autre. Par contre, si vous êtes plutôt dans une optique d'achat de panneaux solaires et de compréhension des panneaux solaires, là, cette vidéo va être vraiment, je pense, assez géniale pour vous et très très importante, très intéressante. Ça va vous permettre de mieux comprendre les différences et les tenants et les aboutissants entre les différents panneaux solaires sur le marché. Et pour ça, pour vraiment bien comprendre tout ça, il faut passer une compréhension du silicium. C'est pour ça que je commence par cette vidéo sur cette chaîne solaire. Alors on va commencer tout de suite par parler du silicium dans la nature. D'où ça vient, qu'est-ce que c'est, à quoi ça ressemble. Je vais vous mettre quelques images au fur et à mesure de la vidéo, bien évidemment. L'idée, c'est de comprendre déjà que le silicium est très abondant sur Terre. C'est le deuxième composant, le deuxième élément le plus commun sur Terre après l'oxygène. Donc il y en a partout. Très simplement, il compose 27,7% de la croûte. C'est beaucoup, c'est énorme. Au niveau de ses formes naturelles, donc, on a le quartz, SiO2, donc c'est le principal minéral qui contient du silicium, et on a les silicates. En gros, les silicates, c'est le sable. Ils sont présents dans le sable. Il peut aussi y en avoir dans d'autres types de roches, même dans de l'argile. Mais en gros, le silicium, on en trouve dans le sable. Et ça explique pourquoi c'est pas cher et c'est très disponible. En tout cas, sous sa forme de base. Mais ça, on y reviendra aussi un peu plus tard, c'est important. Au niveau de la structure atomique, on va juste faire un point ici. Je ne sais pas si ça nous servira dans d'autres vidéos ou en tout cas dans celle-ci, ça ne va pas trop nous servir. Mais pour ceux que ça intéresse, donc structure atomique, c'est différent. Structure atomique, lapsus révélateur, non, je rigole. Donc structure atomique, 14 protons, 14 électrons. Au niveau de la configuration électronique, il peut former 4 liaisons covalentes, pour ceux à qui ça parle. Donc c'est clé. C'est important de savoir ça pour savoir ce qu'on va faire tout à l'heure. Et bon, je ne vais pas vous spoiler trop. Au niveau de l'état, des états du silicium, donc on va trouver différents types de silicium. En gros, il y a 3 états de silicium qui nous intéressent,
qu'il faut connaître, et d'ailleurs c'est ces trois états. Donc il y a le silicium amorphe, donc il est dans une structure désordonnée quand il est amorphe. On a le silicium polycristallin, donc on a un mélange de cristaux dans ce silicium polycristallin, donc plusieurs cristaux polycristallins. Et on a le silicium monocristallin ou cristallin. On y reviendra aussi, mais ce silicium cristallin, il a une structure ordonnée et il est indispensable pour tout ce qui est application électronique et solaire. On peut parfois aussi utiliser du polycristallin et on creusera ça effectivement un peu plus tard dans la vidéo. Alors maintenant qu'on a vu globalement ce que c'était le silicium, on va parler de comment on passe du sable au silicium pur. Parce que ce qui nous intéresse, c'est de pouvoir avoir du silicium utilisable dans des panneaux solaires, notamment. Et donc pour ça, il nous faut du silicium pur. Donc on doit transformer le sable en silicium pur. Donc la première étape, c'est l'extraction initiale. Donc on prend notre matière première, donc le sable, typiquement. Hein. Donc le sable, il va être composé majoritairement de quartz. Donc c'est la forme naturelle du dioxyde de silicium. Et pourquoi on utilise le sable? Parce qu'il est abondant, peu coûteux, et il contient du silicium sous une forme utilisable une fois qu'on a fait le traitement. Et donc, vu qu'on parle de dioxyde de silicium, on va devoir enlever le dioxyde pour avoir que du silicium. On va devoir transformer un peu ça. Et ensuite, on veut aussi un silicium de haute pureté. Donc, on va devoir transformer ça puisque le sable brut, il va contenir également des impuretés en plus du dioxyde de silicium. Donc on va avoir de l'argile, d'autres types de minéraux, d'autres métaux en fonction du sable, etc. Ça peut varier aussi. Et ces impuretés, elles vont être éliminées par des procédés, comme le lavage chimique par exemple, et d'autres procédés dont on va parler. Il y a le traitement thermique. Donc dit autrement, pourquoi on veut purifier le sable, pourquoi on veut purifier le silicium? C'est très simple, c'est que les impuretés, ça va affecter, ça va diminuer la qualité des propriétés finales qui nous intéressent dans le silicium, comme la conductivité, sa capacité à transporter de l'énergie, et puis sa cristallinité, donc sa capacité à transformer, par exemple dans le cas du silicium, de la lumière en électricité. Ça, on va y revenir aussi, vous inquiétez pas. Et donc, la pureté initiale, ça va conditionner en fait toutes les étapes d'après. C'est pour ça qu'il faut bien faire cette première étape. Donc une fois qu'on a fait cette première étape, donc on a extrait le silicium du sable, on va passer à la deuxième étape qui est la réduction en silicium métallurgique. Vous allez me dire, c'est quoi ce truc? Pourquoi on fait ça? Déjà, le silicium métallurgique, c'est quoi? C'est un silicium qui est pur à 98%. Donc ça commence à être intéressant. Pourquoi on commence par là, une fois qu'on a fait l'étape d'avant? Pourquoi on passe à la réduction en silicium métallurgique? Parce que aujourd'hui, toutes les applications du silicium, les applications concrètes, demandent au moins un niveau de pureté de 98% et donc du silicium métallurgique. C'est la définition du silicium métallurgique aujourd'hui, c'est un silicium pur à 98%. Donc on va déjà passer par là. Et donc pour faire ça, on a une réaction principale, donc quartz plus carbone, ça va nous donner du silicium plus du CO2. Donc en fait, ça va nous permettre d'extraire le silicium du quartz. Alors, comment ça se passe? Donc le quartz, il va être chauffé à très haute température, dans un four un peu particulier. C'est pas le même four que ce qu'on a dans nos cuisines, quoi. C'est un peu différent. C'est un four à arc électrique. Et donc, ça permet de monter à plus de 2000 degrés Celsius. Et donc, ce quartz, il va être chauffé en présence de carbone. Donc, typiquement, du charbon. Et donc, ça va nous donner ce qu'on a envie d'obtenir. Donc, la formule, je vous la donne, c'est SiO2 plus 2C donne Si plus 2CO. Si ça vous parle, pour les chimistes parmi vous, c'est cadeau. Bon, en gros, on n'est pas obligé de connaître ça par cœur. Mais si j'en parle pas dans cette vidéo, je ne vois pas à quel moment j'en parle. Alors, cette étape, pourquoi? Encore une fois, cette réaction, en fait, elle va vraiment séparer le silicium des atomes d'oxygène qui sont présents dans le quartz. Et donc, juste en faisant ça, enfin juste, c'est déjà une belle étape, on obtient un silicium métallurgique avec une pureté de 98%, avec notre façon de faire aujourd'hui pour créer ça. Alors ensuite, on a la troisième étape. Donc je vous rappelle, hein, première étape, on a extrait le silicium du sable.
Ensuite, la deuxième étape, on a réduit le silicium. Donc on a fait une réduction en silicium métallurgique. Donc on a obtenu une pureté de 98% sur du silicium, sur notre silicium. Et là maintenant, on veut purifier le silicium pour aller encore à un niveau de pureté supérieur. Et donc les niveaux de pureté supérieurs, ça va être des grades de pureté qui vont nous permettre d'utiliser le silicium avec une bonne rentabilité, notamment dans les panneaux solaires et en électronique. Dit autrement, pour l'industrie solaire, on a besoin d'une pureté qui va être beaucoup plus élevée. C'est nécessaire. Et j'en reparlerai aussi un peu plus tard, donc je ne vais pas m'attarder là-dessus. On va se concentrer déjà sur les procédés. Comment on fait ça? Comment on passe de 98% à plus de pureté que ça? Donc on a plusieurs procédés. Le premier, c'est le procédé de Siemens, S-I-E-M-E-N-S. Première étape du procédé, on va faire une transformation en trichlorosilane. Vous n'avez pas besoin de savoir ce que c'est, il faut juste savoir qu'on le fait. Le silicium métallurgique, il va réagir avec de l'acide chlorhydrique pour produire du trichlorosilane. Et donc pourquoi cette étape elle est importante? Parce que le trichlorosilane, c'est une molécule gazeuse qui va être facilement purifiable par distillation. Donc ça va permettre d'éliminer efficacement les impuretés. Une fois qu'on a fait ça, qu'on a fait notre transformation en trichlorosilane, on fait la distillation. Et donc le trichlo, il va être chauffé, le trichlorosilane, il va être chauffé et il va être condensé pour séparer les impuretés restantes. Donc ça va isoler le trichlorosilane ultra pur. Ça, c'est une base essentielle pour le silicium de haute pureté. Ensuite, on va faire un dépôt en phase vapeur. C'est des étapes chimiques de type industriel. On ne fait pas ça à la maison. Normalement, on ne fait pas ça à la maison. Et donc là, dans cette étape, le trichlorosilane pur, il va être décomposé à haute température, à 1100 degrés Celsius, sur un filament chauffé, et ça va libérer du silicium. Donc ça va produire des bâtonnets de silicium cristallin pur, qui sont nécessaires pour l'industrie solaire. Alors le niveau de pureté qu'on obtient avec ce procédé de Siemens, donc on transforme en trichlo, on distille et on fait un dépôt en phase vapeur, ça nous permet d'obtenir un silicium cristallin pur à une pureté de 6N. Alors, 6N c'est quoi? C'est 6,9, donc c'est 99,9999% de pureté. Et ça, c'est ce qu'on utilise principalement aujourd'hui comme niveau de pureté pour les panneaux solaires. On utilise du silicium 6N, pur à 99,9999%. Alors il y a d'autres procédés de purification. Donc il y a le procédé de creuser à froid. Il y a la purification aussi par zone fondue. Donc la purification par zone fondue, ça va permettre de produire du silicium ultra pur, par exemple pour les semi-conducteurs, tout ce qui est informatique, électronique de pointe, processeur. Et donc là, on va plutôt atteindre des stades de pureté qui vont être de l'ordre du 9N. Donc on va obtenir du silicium 9N, donc 99,999 cette fois, pour qu'il y ait au total 999, donc 99,79% de pureté. Donc ça fait beaucoup de 9 après la virgule, mais vous avez compris l'idée. Ça va être utilisé plutôt dans vraiment l'électronique de pointe, j'ai envie de dire. Pour les panneaux solaires, on va voir que ce n'est pas ce qu'on utilise, et je vais vous expliquer pourquoi, même si on pourrait, aujourd'hui, ce n'est pas le plus intéressant. On va résumer les grades de pureté qu'on a vus jusqu'à maintenant. Donc on a, et j'espère que j'ai perdu personne, si vous n'avez pas tout capté jusque-là, c'est pas très grave. Si vous avez compris les étapes, c'est déjà très très bien. Vous êtes déjà plus avancé, si vous êtes encore là dans cette vidéo, que 95% voire 99% des gens qui s'intéressent aux panneaux solaires aujourd'hui. Parce que les gens ne connaissent pas ça. Enfin, en tout cas, tous les gens à qui je parle, ils ne connaissent pas ça. Ils ont des panneaux solaires, mais ils ne savent pas comment ça fonctionne. Ils les ont parfois pas choisis en connaissance de cause. Et ça peut créer un manque de rentabilité assez important parfois. On va continuer sur les grades de pureté. Donc on a 3 grades de pureté qu'on a vus dans cette vidéo. On a le silicium métallurgique à 98%. Il va être utilisé pour des alliages ou des applications industrielles basiques. Donc en fait, on va l'utiliser, le silicium métallurgique, dans des cas où la conductivité n'est pas critique, n'est pas extrêmement importante. Vu que nous, on va se concentrer sur le solaire, on ne va pas parler plus que ça du silicium métallurgique. Ensuite, on a le silicium 6N.
Donc 99,9999% de pureté. Là, c'est ce qu'on va utiliser principalement dans les cellules photovoltaïques, dans nos panneaux solaires. Pourquoi? Parce qu'une pureté élevée, ça va maximiser l'efficacité énergétique en réduisant les pertes. Plus c'est pur, moins on a de pertes sur l'électricité produite. D'accord? Et sur l'électricité bien redirigée après vers nos appareils électroniques ou vers des batteries de stockage ou autres. D'ailleurs, je vous ferai probablement des vidéos sur des batteries, histoire que vous puissiez aussi comprendre les différentes batteries, les différents intérêts des différentes batteries. C'est pour plus tard. Pensez à vous abonner du coup si ce n'est pas déjà fait, activez la cloche. Il y a des choses qui vont sortir, c'est prévu. Je ne sais pas trop quelle vidéo va sortir en premier ou autre. Ça va peut-être aussi dépendre de vos questions, de vos commentaires. Mais en tout cas, ouais, il y a une sacrée liste de vidéos qui va sortir. Alors, donc on a vu silicium métallurgique, 98%, silicium 6N qu'on utilise dans les panneaux photovoltaïques à l'heure actuelle, et on a le silicium électronique, donc le silicium 9N, 99, etc. Et au total, il y a 9,9. Et donc ça, c'est la pureté, on va dire, ultime, qu'on va voir en tout cas dans cette vidéo. Et donc ça, c'est ce qui est utilisé dans les puces électroniques, parce que dans les semi-conducteurs, donc dans les puces électroniques, les processeurs, les téléphones, etc., on a besoin d'une conductivité qui va être ultra précise et homogène. Si on n'a pas ça, on risque d'avoir des moments où ça ne connecte pas comme il faut et ça peut foirer complètement les calculs, voire annuler les calculs et du coup faire en sorte que le processeur il soit inutilisable. Donc c'est pour ça qu'on a besoin d'autant de pureté dans ces applications-là. Peut-être que vous allez me dire pourquoi on n'utilise pas du silicium comme dans l'électronique, donc du silicium 9N pour les panneaux photovoltaïques. Et ça va être très simple. Plus le silicium est pur, plus il va produire d'électricité. Sauf que il ne va pas en produire 10 fois plus. Enfin, il ne va pas en produire 10 fois ou 100 fois plus ou 1000 fois plus entre le 6N et le 9N. Il va y avoir une différence, certes. Donc dans l'absolu, c'est mieux d'avoir du 9N. Mais il faut regarder le prix, il faut regarder la rentabilité. Et donc là, on va parler du prix. Le silicium métallurgique, au kilo, il coûte environ 2 €. Donc c'est pas cher. Le silicium 6N, qu'on utilise pour le solaire, il va coûter environ, aujourd'hui, entre 10 et 15 € le kilo. C'est déjà un peu plus cher. C'est rentable de prendre du 6N plutôt que du métallurgique. Parce que là, il y a une vraie différence. Et au niveau du prix, on rentre dans nos frais, c'est rentable, c'est intéressant, etc. Par rapport au prix total aussi du panneau solaire et tout ce qu'il y a à faire, parce qu'il n'y a pas que le prix du silicium dans le panneau solaire, mais ça, je vous ferai probablement aussi une vidéo là-dessus. Bon, c'est intéressant. Et le prix du silicium 9N, cette fois, qui est le plus cher du coup, on est sur quelque chose de beaucoup plus coûteux qui est à environ 500 € le kilo, ou plus. Donc, c'est beaucoup, beaucoup plus cher. On est sur du 500 fois plus cher. Non, 50 fois plus cher. C'est beaucoup. Et là, pour le coup, aujourd'hui, c'est pas rentable de prendre du silicium 9N au lieu de prendre du silicium 6N. C'est pour ça qu'on prend du 6N, pour les panneaux solaires en tout cas. Parce qu'on n'a pas besoin de plus au niveau électronique, et donc on a une rentabilité très intéressante avec le 6N. Alors si vous vous demandez pourquoi il y a un écart de prix aussi important entre le 6N et le 9N, notamment, c'est parce que les procédés de purification deviennent beaucoup plus complexes à mesure qu'on s'approche de la perfection, du 100% de pureté. Ça devient de plus en plus complexe et donc de plus en plus coûteux. Et puis il y a aussi le contrôle de qualité. Et donc on doit contrôler que la qualité c'est bien du 6N. On doit contrôler que la qualité c'est bien du 9N. Et donc ça, plus on va contrôler pour vérifier que la qualité est optimale, plus ça va coûter cher aussi. Donc ça explique les différences de prix entre le 6N et le 9N. Donc pourquoi on a besoin de connaître les grades de pureté? Premier point, c'est par rapport à l'adéquation aux besoins, c'est-à-dire de quel niveau de pureté minimum on a besoin pour que notre application fonctionne, pour que ce qu'on veut créer fonctionne. Donc ça, c'est le premier point. Donc on regarde ça. Quand on veut créer un produit à base de silicium, on regarde ça. Deuxième point, on regarde le coût. On veut optimiser les coûts, on veut regarder la rentabilité. Donc on prend le minimum, donc ce dont on a besoin, quel est le grade de pureté, et après on regarde si c'est rentable d'aller chercher encore plus pur par rapport au résultat que ça va nous donner. Et ça, c'est lié au troisième point qui est la performance. Donc on va regarder aussi
la performance globale pour calculer la rentabilité. Et on va aussi regarder si la performance est suffisante pour vérifier qu'on répond bien aux besoins et que ça fonctionne, ce qu'on veut faire. Notamment dans l'électronique, si la pureté n'est pas assez importante, ça peut ne pas fonctionner du tout. Parfois, c'est pas ça fonctionne moins bien, mais c'est juste ça fonctionne pas du tout. C'est important de connaître ça. Bon, là déjà, on est bien. Maintenant, on va voir d'autres notions qui vont être importantes aussi, notamment pour choisir ses panneaux solaires correctement. Et ça, c'est une notion, j'ai creusé ça assez récemment, et en fait, faut pas se tromper. Donc on va parler de la cristallisation du silicium. C'est important, c'est essentiel en fait. Pour le choix de vos panneaux solaires, c'est vraiment essentiel. Et donc on va parler des différents types de silicium par la suite. Alors déjà, comment on cristallise du silicium? Donc on a plusieurs méthodes pour cristalliser du silicium. Il y a la méthode Czochralski. Je vous épargne le fait de l'épeler, je vous l'écrirai probablement. Cette méthode-là, c'est une méthode où on va prendre un germe de cristal qui est plongé dans du silicium fondu. Ensuite, le germe, il va être tourné lentement pour que le cristal grandisse dans ce silicium fondu. Et ensuite, le processus, c'est un processus où on va contrôler la vitesse de rotation et de remontée pour garantir une croissance homogène. C'est de la chimie, je vous épargne les détails. Cette étape, en fait, elle est importante parce qu'elle permet de produire des cristaux monocristallins parfaits. Cristaux monocristallins parfaits. Je le répète parce que c'est important pour la suite. Et ça, c'est nécessaire aux semi-conducteurs et à certains panneaux solaires, nécessaires ou très avantageux. Les cristaux monocristallins, ils ont une structure qui est régulière et qui optimise les performances électriques. Si vous voulez, c'est le Graal. C'est vraiment l'idéal. L'inconvénient, c'est que c'est très énergivore parce que le silicium, il doit être maintenu en fusion à haute température. Ça coûte cher. Si c'est énergivore, ça coûte cher. Donc c'est intéressant, mais il n'y a pas que cette méthode de cristallisation. Donc là, on vient de voir comment faire du silicium monocristallin avec cette méthode, la méthode C. On va l'appeler comme ça, parce que je ne sais pas si je le prononce bien. Dites-moi en commentaire si vous savez comment ça se prononce. Et ça peut m'intéresser aussi, on ne sait jamais, je risque de le redire dans d'autres vidéos, donc ça m'intéresse. Alors maintenant, on va parler d'une autre méthode de cristallisation. C'est la méthode de la zone flottante. Donc la méthode de la zone flottante, c'est autre chose. On prend une bobine d'induction qui va créer une zone fondue le long d'un barreau de silicium. Donc on prend notre lingot de silicium et on applique ça. Cette zone, elle va être déplacée lentement. Donc la zone fondue, la bobine d'induction qui va créer cette zone fondue, elle va être déplacée lentement et ça va purifier le silicium en concentrant les impuretés dans une zone précise. Donc ça, c'est idéal pour les semi-conducteurs. Pour le photovoltaïque, c'est pas forcément quelque chose qu'on va faire parce que là, c'est intéressant pour les semi-conducteurs parce qu'on va obtenir une pureté extrême, ce qui est requis pour les semi-conducteurs. Et ça permet d'atteindre des niveaux de pureté supérieurs à ceux obtenus avec la méthode C, donc la méthode qu'on a vue précédemment. Alors, si vous voulez que je vous fasse des vidéos dédiées sur ces méthodes-là, dites-moi. À la base, je fais une chaîne sur l'énergie solaire, donc pas une chaîne de chimie. C'est pour ça que je passe assez vite sur ces points-là. Ils sont importants, je pense, à voir une fois dans sa vie, etc. quand même si on s'intéresse qu'à l'énergie solaire. Mais c'est vrai que si vraiment il y a beaucoup de demandes, peut-être que je peux creuser ces sujets-là si ça vous intéresse. Mais de base, je ne vais pas les creuser plus que ça. Ce n'est pas des vidéos qui sont prévues, donc ça dépend vraiment de si vous êtes suffisamment à vouloir ce type de vidéo, ce qui est loin d'être sûr. Peut-être que je ne ferai jamais de vidéo chimie plus poussée là-dessus. Alors, on va parler d'une troisième méthode de cristallisation. On a vu la méthode C, on a vu la méthode de la zone flottante qui permet d'avoir une pureté encore plus importante. Donc ça, c'est plus pour créer du processeur, etc. Et on va parler maintenant de la solidification directionnelle. C'est la troisième méthode de purification qu'on va voir aujourd'hui. De cristallisation qu'on va voir aujourd'hui. Donc là, c'est une méthode qui est moins coûteuse. On va refroidir lentement le silicium fondu, pour former des cristaux qui cette fois vont être polycristallins. Alors, c'est utilisé pour produire du silicium, du coup, polycristallin. C'est moins coûteux que le monocristallin, donc ça peut être intéressant, il faut calculer les rentabilités, et c'est requis pour des applications où des performances légèrement inférieures sont acceptables. Par exemple, des panneaux solaires économiques. Sur du panneau solaire économique, si on veut faire des économies sur un maximum d'étapes,
On va passer sur de la solidification directionnelle pour avoir du silicium polycristallin. Ça peut être suffisant. On va avoir des panneaux solaires qui vont produire de l'électricité quand même, c'est cool. Mais ça va être des panneaux solaires qui vont produire moins d'électricité pour la même surface, le même panneau solaire en dehors de ça, que si on utilisait du silicium monocristallin. Donc le monocristallin est de meilleure qualité que le polycristallin. Si ça peut vous aider à choisir vos panneaux solaires, c'est déjà ça de prix. Alors maintenant, on va passer à une autre partie de la vidéo. C'est une partie qui va être un peu moins chimie et un peu plus électricité, physique, un peu. Bon. Mais vous allez voir, ça va être pareil, très simple. Vous allez comprendre les grandes idées sans aucun souci, même si vous n'y connaissez rien. On va parler du dopage du silicium. Alors, le silicium, il ne s'injecte pas de produits dopants dans le corps. Hein. Par contre, donc ça n'a rien à voir avec ça, même si l'idée, c'est quand même d'améliorer les capacités du silicium. Donc, doper du silicium, c'est quoi? C'est le faire passer d'un état de base, il va se comporter plutôt comme un isolant ou quasiment, bon, il va produire très peu d'électricité quand il va recevoir de la lumière, à un état où il va produire beaucoup plus d'électricité. Donc on va doper sa capacité à produire de l'électricité quand il reçoit de la lumière. Et ça s'appelle le dopage du silicium. Et si on ne dope pas du silicium, on va avoir entre 1 million et 10 millions de fois moins d'électricité de produite. Autant dire que si on ne dope pas le silicium qu'on a, bah les panneaux solaires ne sont pas rentables. Ils sont 1 million de fois moins rentables, donc probablement pas rentables. Donc il faut absolument doper le silicium. Dit autrement, en une phrase, le silicium pur se comporte comme un isolant, c'est un isolant, et donc le dopage permet de le transformer en semi-conducteur qui va être capable de conduire l'électricité. Et on va modifier ses propriétés en contrôlant le flux des électrons et des trous. Donc les trous, c'est des lacunes d'électrons. En gros, on veut qu'il y ait suffisamment d'électrons et de trous et que ça réagisse comme on veut quand il y a de la lumière qui vient taper dessus pour que tout ça, quand il y a de la lumière qui tape dessus, ça bouge et ça crée un mouvement, un courant électrique. C'est comme ça qu'on crée de l'électricité à partir de silicium. Mais on y reviendra plus en détail un peu plus tard dans cette vidéo et encore plus en détail dans une autre vidéo où on parlera de ça, et donc de l'effet photovoltaïque. On va reparler de quelque chose dont on a parlé en introduction, ce sont les bandes de valence, liaisons covalentes, etc., bandes de valence et de conduction. Donc les électrons, ils doivent franchir un gap énergétique pour conduire l'électricité, donc pour générer du courant. Le dopage, c'est ce qui va permettre de réduire ce gap énergétique que les électrons doivent franchir, et ça va faciliter la conduction en créant des électrons libres ou des trous, des particules qui peuvent bouger et donc créer du courant. Je ne sais pas si c'est clair pour tout le monde. Bon, ceux qui ont l'habitude, etc., c'est probablement très clair pour vous. Pour les autres, si vous ne comprenez pas tout à fait les idées, si ce n'est pas tout à fait clair, vous inquiétez pas, je vais y revenir de différentes manières dans cette vidéo et dans d'autres. Et vous verrez qu'à la fin de la partie sur le dopage, ce sera plus simple, ce sera plus compréhensible ce qu'est le dopage. Mais il faut passer par là pour être sûr que tout le monde comprenne bien. Donc, on va avoir deux types de dopage. Donc, on va doper une partie du silicium d'une façon et une autre d'une autre façon. On va faire un dopage de type pour commencer. C'est le premier type de dopage. N pour négatif. Voilà, on fait un dopage négatif. Donc là, on va ajouter du phosphore. Phosphore qui a 5 électrons de valence, alors que le silicium en a 4. Okay, donc ça crée un dopage négatif. Il y a une différence de 1. Donc le phosphore, il va apporter un électron supplémentaire et ça va créer une conduction améliorée. Voilà, ça c'est le dopage de type N. Donc on met du phosphore dans notre silicium pour faire une partie du silicium qui est dopé type N, négatif. Ensuite, on va faire le deuxième type de dopage, qui est le dopage type P pour positif. Finalement, c'est simple. On comprend bien. Donc là, l'étape, c'est d'ajouter du bore, B-O-R-E, qui a 3 électrons de valence, un de moins que le silicium. Et ça va créer des trous qui vont attirer les électrons. Et ça va faciliter la conduction dans l'autre sens. Vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Alors on va parler un peu des techniques de dopage, comment on fait pour doper le silicium, doper N, doper P,
Donc il y a trois techniques, hein. Il y a la diffusion thermique, en tout cas trois techniques qu'on va voir là, et qui sont les trois techniques courantes à l'heure actuelle. Donc on a la diffusion thermique, donc c'est des atomes qui sont diffusés sur la surface du silicium. On va avoir ensuite l'implantation ionique, donc on va faire un faisceau d'ions qui va être projeté directement pour une précision plus extrême. Et on va avoir le dopage in situ dans la situation. Et ça va être réalisé pendant la cristallisation pour une homogénéité plus importante, idéale on va dire. Donc ça c'est les trois techniques de dopage, je ne vais pas les creuser plus, je pense que cette vidéo va être assez consistante. Donc n'hésitez pas à la re-regarder ou regarder des parties qui ne sont pas claires pour vous dès le premier visionnage, hein, ça peut arriver, c'est normal. Donc voilà les trois techniques de dopage. Diffusion thermique, implantation ionique et dopage in situ. Est-ce que ça coûte cher le dopage? C'est une étape en plus, donc ça rajoute un coût. Mais d'un autre côté, on est obligé de rajouter ce coût, sinon on ne peut pas vraiment faire de panneaux solaires qui conduisent de l'électricité, donc ça sert un peu à rien. Maintenant, ça ne coûte pas très cher. Déjà, on utilise du phosphore et du bore pour doper le silicium, et ça ne coûte pas cher le phosphore et le bore. Déjà, on les utilise quantité très petite, minime. On va utiliser seulement quelques grammes par tonne de silicium. Quelques milligrammes par kilo si vous préférez. C'est vraiment peu de choses. Et ce ne sont pas des matériaux rares, encore une fois. Et pour rappel, le silicium dopé, il va être 1 à 10 millions de fois plus conducteur que le silicium non dopé. Donc, il va transporter entre 1 et 10 millions de fois plus de courant. Donc, c'est essentiel, cette étape. Maintenant qu'on a parlé du dopage du silicium, on n'a pas tout à fait fini, parce que, ok, on a dopé, on a fait du dopage P, du dopage N, mais comment on utilise ça? Eh bien, on va rentrer dans la partie logique suivante, qui est la jonction PN. Je pense que vous avez compris l'idée. Donc, on va associer un silicium dopé N, donc négativement, avec un silicium dopé P, positivement. Donc, en fait, on va les mettre l'un en face de l'autre, ou l'un sur l'autre, si vous préférez. Vous voyez ça comme vous préférez. Et ça va créer entre les deux une zone de déplétion qui se forme en fait à l'interface. Et dans cette zone de déplétion, les électrons et les trous s'annulent. Et ça crée en fait une barrière naturelle qui permet de générer un courant électrique sous l'effet de la lumière qui va venir taper sur le silicium. Donc vous avez votre cellule avec votre jonction PN, donc silicium dopé plus et silicium dopé négativement. La lumière qui tape dessus, et du coup à la jonction entre les deux, vous avez des électrons qui bougent. Et ça crée du courant. C'est l'effet photovoltaïque, qui est un peu différent de l'effet électrique. Mais ça, j'y reviendrai dans une vidéo dédiée, qui sera une vidéo plus courte que celle-là, parce qu'il y a moins de choses à dire que sur le silicium. Mais je veux le mettre à part, parce que sinon cette vidéo durerait des heures, et ce n'est pas le but du tout. Même si elle va déjà être longue. Bon, elle est déjà longue là, à l'heure actuelle, où vous en êtes. Je pense que c'est assez digeste, et vous pouvez la regarder en plusieurs fois. Vous faites ce que vous voulez, YouTube, c'est génial pour ça. Donc dans un panneau solaire, quand vous avez de la lumière qui frappe les cellules en silicium, ça va, si vous voulez, exciter les électrons. C'est une reformulation de ce que je viens de dire, hein, mais c'est important de répéter les choses pour vraiment bien les comprendre. Et donc c'est cette excitation des électrons, le fait de faire bouger les électrons, qui va créer le courant électrique. Donc en fait, c'est comme ça qu'on convertit de la lumière en électricité. Et après, le panneau solaire est construit d'une telle manière que cette électricité qui est produite, on va pouvoir la rediriger dans des appareils électroniques ou dans des batteries. Efficace, basique. On peut avancer à la partie suivante. Alors la partie suivante, c'est une partie très concrète, c'est la production des wafers. Ah, un wafer, c'est quoi? Vous inquiétez pas, je ne sais même pas si je le prononce bien en plus. Donc un wafer, c'est une tranche fine et plate de silicium. Généralement, c'est quelques centaines de micromètres d'épaisseur. Et c'est découpé dans un cristal de silicium. Donc on a fait la cristallisation du silicium, on a dopé du silicium, wafer, ou plus précisément silicium, silicium cristallisé, on coupe, on dope, et ça nous fait nos wafers. Ces wafers, elles sont ensuite transformées en cellules solaires, en cellules photovoltaïques. Donc vous avez votre tranche de silicium, qu'on appelle du wafer, enfin un wafer, et on va mettre plusieurs tranches. Et ça va nous faire, en les organisant, un panneau solaire. Voilà, tout simplement.
Il n'y a qu'une seule étape pour cette partie de la production des wafers, c'est qu'on va prendre des lingots de silicium, donc on peut prendre du polycristallin ou du monocristallin. On va les scier en tranches minces, en tranches fines, actuellement entre 160 et 200 micromètres la plupart du temps. Et donc ça, pourquoi on fait ça? Pourquoi on coupe aussi finement? Ça permet de minimiser les pertes de silicium, qui restent quand même coûteux à produire. Et donc, on va utiliser moins de silicium. Parce que ce qui compte dans le panneau solaire, c'est la surface de silicium exposée à la lumière. Ce n'est pas la profondeur ou l'épaisseur du silicium qui est dans le panneau solaire. Et donc ça, c'est important. Donc plus c'est fin, plus on diminue les coûts en silicium. Et donc moins le panneau solaire coûte cher pour la même rentabilité. Et donc ça forcément, c'est intéressant. Alors les wafers, une chose à savoir, c'est qu'on va traiter la surface des wafers. Donc traiter la surface, on va faire deux choses, globalement. On va créer des motifs pour capturer davantage de lumière. Vous voyez ça un peu comme des montagnes, des creux, des bosses, des creux, etc. Quand la lumière va taper dedans, va taper sur la wafer, il y a plus de lumière qui va rester. Ça va venir taper dedans et ça va rester dedans un maximum. Donc on va texturer, ça optimise la lumière qu'on va pouvoir transformer en électricité. Deuxième point, on va mettre une couche anti-reflet sur les wafers. Donc si vous voulez, cette couche anti-reflet sur les wafers, sur les panneaux solaires, ça permet d'éviter que quand la lumière tape le panneau solaire, il y ait une partie trop importante qui reparte. Donc c'est ce qu'on appelle un reflet. Donc on veut éviter ça pour qu'il y ait un maximum de lumière qui tape dans le silicium en fait, pour créer un maximum d'électricité. Donc c'est les deux choses qu'on fait sur les wafers, création de motifs pour texturer, couche anti-reflet. Et bien évidemment, on nettoie les wafers. On va éliminer les impuretés, les résidus, etc. Bon. Puisque quand on coupe un métal, il peut y avoir des impuretés, des résidus. Donc on fait attention à ça. Mais ça, je dirais que je pense que c'est logique pour tout le monde. Dernier point, il y a un contrôle qualité aussi au niveau des wafers, bien évidemment, pour vérifier que ça fonctionne et qu'il n'y a pas de défaut physique visible. Donc là, on a bien avancé déjà. On a vu tout ce qu'il fallait pour comprendre comment on passe du silicium qu'on trouve dans la nature sous forme de sable où il faut l'extraire jusqu'à la cellule photovoltaïque en fait. Donc je vous ferai peut-être, comme je vous disais tout à l'heure, une vidéo sur comment on passe de la cellule photovoltaïque au panneau solaire et combien ça coûte, etc. Les différentes parties du panneau solaire et les différentes étapes de production du panneau solaire. Ça peut être intéressant. Mais sinon, sur le silicium, on a fait le tour du silicium présentement, comme dirait l'autre. Maintenant, on va voir une dernière partie ou une avant-dernière partie sur le futur du silicium, puisque le silicium a des concurrents. Et c'est intéressant de savoir par quoi on pourrait remplacer le silicium et comment on pourrait aussi optimiser l'utilisation du silicium, parce qu'on a encore des choses qu'on peut améliorer au niveau des technologies d'utilisation du silicium. Bon, déjà, on peut faire des wafers qui vont être plus fins. On peut réduire l'épaisseur des wafers à peut-être 100 micromètres ou moins. Donc là, les technologies, elles évoluent là-dessus. Et donc, ça va permettre d'utiliser moins de silicium et donc de baisser les coûts de production. Donc ça va nous permettre d'avoir une meilleure rentabilité avec des rendements similaires. Surtout si la technique de découpage n'est pas plus chère ou pas sensiblement plus chère par rapport à l'économie en silicium réalisée. Ensuite, il y a un deuxième point, c'est qu'il y a des nouvelles structures qui sont en train d'arriver. On appelle ça, par exemple, il y a les cellules hétérojonction. Donc, c'est des cellules où on va combiner du silicium monocristallin ou cristallin, polycristallin, avec du silicium amorphe pour avoir de meilleurs rendements. Donc, ça pourrait augmenter l'efficacité des panneaux solaires jusqu'à 26% de rendement. Et ça, on parlera des rendements aussi juste après. Je pense que c'est important parce que souvent, ce n'est pas clair si vous n'avez pas creusé la question de pourquoi on n'est pas à 100% de rendement sur les panneaux solaires. Pourquoi on est à 25, 26, 20, etc. Donc ça, je vous en parle juste après. L'idée des nouvelles structures, c'est d'augmenter ce rendement, d'avoir plus d'énergie produite à partir du même espace, à partir de la même surface de panneaux solaires, à partir même du même panneau solaire. Donc ensuite, on a les perovskites. Les perovskites, là, ce n'est pas du silicium. C'est d'autres matériaux qui vont être moins coûteux, qui vont avoir aussi une haute absorption de la lumière et qui peuvent avoir un rendement jusqu'à 25%. Donc c'est intéressant aussi. En tout cas, à l'heure actuelle, on est là-dessus.
Et pourquoi ça peut être intéressant? Parce que les coûts de fabrication vont être plus bas pour créer un panneau solaire que le silicium. Maintenant, il y a des inconvénients aussi, mais je vous ferai probablement une vidéo sur les perovskites à un moment donné aussi, parce que il y a plein de trucs très positifs et plein de trucs beaucoup moins positifs. Mais par exemple, pour le coût, ça peut être très positif. On peut avoir des coûts qui vont être peut-être 30% de celui des panneaux en silicium. Donc ça, c'est intéressant. Mais la longévité, aujourd'hui, n'est pas là. Il y a besoin d'avancées technologiques, scientifiques là-dessus, pour avoir une rentabilité aussi sur le long terme, et pas juste sur la partie, ok, on produit moins cher, mais peut-être ça dure que 5 ou 10 ans au lieu de 30, et il y a d'autres inconvénients et tout. Bon, je vous ferai peut-être une vidéo là-dessus. Si ça vous intéresse, pareil, les commentaires sont ouverts, hein, je vais lire tous vos commentaires. Donc faites-vous plaisir, c'est là pour ça. Donc on a parlé des wafers plus fins, on a parlé des nouvelles structures avec les cellules hétérojonction, et on a parlé des perovskites. On a aussi les cellules tandem. Donc c'est des cellules où on va utiliser deux composants, par exemple du silicium et des perovskites. L'intérêt de ça, c'est que le silicium va capter la lumière sur une certaine partie du spectre lumineux. Chaque semi-conducteur qui va réagir à la lumière va réagir à une partie différente du spectre lumineux. Donc si vous avez par exemple le silicium qui est là et les perovskites qui sont là, bah, si vous avez les deux dans votre panneau solaire, vous voyez que au lieu d'être juste là-dessus sur la lumière que vous captez, vous êtes sur tout ça. Donc ça permet de capter plus de lumière et donc plus d'électricité sera produite. C'est un peu l'idée. Pour simplifier, je vous ai fait un schéma très simple avec mes doigts, mais l'idée c'est ça. Donc ça peut augmenter le rendement jusqu'à 30%, voire plus. Il y a des technologies qui sont en train d'être travaillées, donc on ne sait pas exactement jusqu'où on peut aller avec ça, mais 30%, ça paraît tout à fait réalisable. Par contre, c'est plus élevé en termes de coûts, mais on va être peut-être plus compétitif sur le long terme, à voir avec la durée de vie des panneaux, puisque, pareil, si on met des perovskites, par exemple, il y a peut-être un problème de longévité. Et pour finir sur les alternatives et le futur possible du silicium, on a d'autres alternatives. Donc les autres alternatives, on va avoir par exemple les panneaux organiques. Donc faible coût, mais rendement assez faible aussi, peut-être 10 à 15%. D'après ce qu'on voit aujourd'hui, les coûts de production sont très bas, mais l'efficacité aujourd'hui est encore insuffisante. En réalité, ce n'est pas encore rentable suffisamment. Mais il y a des choses comme ça qui vont peut-être arriver et qui vont peut-être chambouler un peu le marché, hein. C'est aussi pour ça que le silicium n'est pas à 100% du marché mondial du panneau solaire, mais à seulement 90. Enfin, seulement 90, c'est beaucoup 90, mais vous m'avez compris. Un point que je voulais qu'on aborde, on va revenir sur la limite théorique de la transformation de la lumière en électricité. On parlait du rendement. Pourquoi on arrive à transformer peut-être que 20% de l'énergie fournie par la lumière en électricité et pourquoi pas 100%? Et bien ça, c'est une limite théorique. Donc ça s'appelle, donc là on va le voir pour le silicium, ça s'appelle la limite de Shockley-Kessler. Pareil, hein, je vous l'écris, etc. Donc cette limite, pour le silicium, ça nous dit qu'on peut avoir un rendement théorique maximum de 33,7%. Donc ça veut dire que si demain on arrive à avoir les meilleures technologies, à optimiser le silicium à fond, etc., à faire des panneaux solaires vraiment le summum du summum parfait, on pourrait arriver à 33,7% en théorie de conversion de l'énergie lumineuse qui arrive sur le panneau solaire. Donc là, toutes les évolutions sur, par exemple, le silicium, c'est pour réussir à faire des panneaux solaires qui vont s'approcher des 33,7%. Mais vu que c'est une limite théorique, en pratique, on devrait avoir du mal à l'atteindre. Mais peut-être qu'on va atteindre 30% un jour. Là, ces dernières décennies, ça a beaucoup augmenté, on se rapproche de la limite, hein. Mais on est encore loin des 33,7%, enfin relativement loin. Et alors pourquoi on est à 33,7%? Ben, c'est lié au spectre dont on parlait tout à l'heure, vous vous rappelez. Et en fait, la lumière, elle contient plus d'énergie que ce que le silicium peut absorber, parce que le silicium réagit qu'à une partie du spectre de la lumière. Pareil pour d'autres matériaux qu'on pourrait utiliser, ça réagit qu'à une partie. Donc c'est un facteur limitant. On a une perte d'énergie déjà parce que tout n'est pas absorbé. Ensuite, on a un autre phénomène qui est la recombinaison des électrons. Donc on va avoir des électrons qui se recombinent. Donc si vous voulez, dans la jonction, là, les électrons ils bougent. Parfois, ils vont arrêter de bouger, ils vont se regreffer, etc. Ils vont se recombiner, on appelle ça se recombiner, avant d'avoir réussi à
à produire du courant. Ce qui fait qu'on a une perte aussi là-dessus. Et donc ça explique pourquoi on est à 33,7% de limite théorique avec cette limite de Shockley-Kessler. Mais après, on arrive à faire des panneaux solaires qui sont très rentables, qui produisent de l'électricité. On est déjà bien, mais c'est vrai que optimiser, c'est intéressant. C'est intéressant et ça peut jouer sur la rentabilité, donc pourquoi pas. Je suis ravi que vous soyez encore là, si vous êtes encore là. Ça fait plaisir de voir des gens qui vraiment veulent comprendre tout ce qui se passe dans un panneau solaire, d'où ça vient, et qui veulent comprendre comment ça fonctionne en fait. Parce que c'est quand même souvent des investissements qui vont être importants quand on prend des panneaux solaires pour une maison ou un logement en général ou même un véhicule, voire une installation solaire indépendante. Comprendre tous ces phénomènes-là, comprendre l'implication du silicium dans le marché des panneaux solaires aujourd'hui, c'est extrêmement important. Et c'est vrai que ça fait partie des vidéos que je voulais faire parce que j'ai pas vu trop de vidéos en français là-dessus, voire pas du tout en réalité, en tout cas aussi poussées. Et je pense que ça manquait. Donc là, au moins, vous avez ces infos. Donc en résumé, le silicium, il est vraiment essentiel aujourd'hui pour l'énergie solaire, mais il va être quand même limité par les lois de la physique. On va probablement pas pouvoir atteindre 100% de rendement, hein. On a une limite théorique à 33,7%, etc. Il y a peut-être aussi des alternatives au silicium qui vont finir par se développer autant, si ce n'est plus que le silicium. Peut-être les perovskites, peut-être d'autres alternatives qui sont prometteuses, même si aujourd'hui on sait que le silicium, il reste fiable, abordable. On arrive à faire des panneaux solaires rentables avec du silicium. Donc dans tous les cas, ça, on pourra continuer à le faire, en toute vraisemblance. C'est juste que peut-être que demain, on trouvera quelque chose d'encore plus rentable et encore plus intéressant. Donc c'est des choses qu'on va suivre sur cette chaîne et que je vais vous transmettre au fur et à mesure de ce que je vois passer. Je trouve intéressant à aborder comme sujet sur cette chaîne YouTube, sans non plus trop vous noyer sous les aspects techniques. Là, c'était une vidéo très poussée, j'espère que vous avez pu suivre. S'il y a des parties qui n'ont pas été claires pour vous, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, peut-être que ça nécessitera une autre vidéo ou que j'en reparle dans une autre vidéo comme ça pour être plus clair sur un sujet en particulier si besoin, si envie. Je vais vous sortir, ce sera probablement la prochaine vidéo, une vidéo sur l'effet photovoltaïque et l'effet photoélectrique, les différences entre les deux et pourquoi c'est important. Et puis, il y a d'autres vidéos qui arriveront aussi par la suite. Sur ce, prenez soin de vous, c'est toujours le plus important. Pensez à vous abonner à cette nouvelle chaîne. Enfin, je ne sais pas quand vous regardez la vidéo, mais si vous la regardez quand elle vient de sortir ou presque, ben, c'est ma première vidéo sur cette chaîne YouTube. Et je suis très motivé, donc il y a plein d'autres vidéos qui vont sortir. Pensez à activer les notifications, activer la cloche et tout, ça fait toujours plaisir. À mettre un like si vous avez aimé la vidéo, si vous êtes là jusque-là. Ben, ça me notifiera que vraiment vous êtes content que je fasse ce travail et que vous en voulez plus. Les commentaires sont les bienvenus également. Et sur ce, prenez soin de vous, c'est toujours le plus important. Et je vous dis à très vite dans de prochaines vidéos. Ciao, ciao.